Bonjour à tous, c'est parti pour une demi-heure d'actu et de découverte sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct, le magazine de la rédaction. Il est 18 h, encore plein de belles choses au programme ce soir sur le plateau. Un projet innovant pour commencer. Je reçois les coordinateurs du projet Vitivalo dans un instant. Ce projet ambitieux veut créer une alternative au brûlage des déchets viticoles en créant de nouvelles filières de valorisation. Il est porté par l'Université Savoie-Mont-Blanc. Les pratiques amateurs à l'honneur ensuite du côté de l'École supérieure d'art d'Annecy. Des journées portes ouvertes sont organisées ce week-end dans ces espaces du Vernet à Crangevrier. Et puis un réseau social qui incite à la rencontre réelle pour le partage d'expériences et de témoignages. C'est l'idée de Romain Rubat qui sera avec moi sur ce plateau. Il a créé Village Factory à Annecy. Et enfin, une invention à la fin de cette émission. Anne-Sophie Calop-Sturm a imaginé Rodolphe le rouleau pour simplifier la vie des cuisiniers nomades. Tout un programme. Mais avant, salut Seb. Salut Fanette. On commence avec les titres du JT, des images toujours impressionnantes, celles de déneigement, surtout après un hiver comme celui-ci. Voilà, on ira au col de l'Iseran, précisément dans la vallée de la Tarentaise, où la route n'est toujours pas ouverte à la circulation. Il faut savoir que les services techniques sont à pied d'œuvre pour déneiger la route d'accès depuis plusieurs semaines. C'est Kimberly Trivio qui s'est rendu sur place. On va voir un petit peu si tout se passe bien. L'ouverture est prévue pour la fin du mois de juin. Et puis les skieurs en treillis. Oui, c'est Emmanuel José qui était parti du côté du plateau de Chambaran la semaine dernière. Il a l'air d'avoir une super ambiance. en Isère, puisque les skieurs, les membres de l'équipe de France militaire de ski ont participé à un stage commando la semaine dernière. Manu avait déjà donc réalisé un reportage la semaine dernière. Et donc là, on verra que ces sportifs sont aussi des militaires. Ils s'engagent dans l'armée contre un revenu minimum. Et puis on verra aussi un petit bout de ta série, le troisième épisode consacré à Guy Bocola, ancien champion de ski de boss, qui lui travaille à lancer un produit pour le bien-être, pour la tenue assise. Très bien. À tout à l'heure, Seb, pour la revue de presse. On passe à nos invités du jour. Bonsoir à tous les deux. Alors, Grégory Châtel et Christine Piot, vous êtes, je l'ai dit, coordinateurs du projet Vitivalo de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes tous les deux chercheurs au laboratoire de chimie moléculaire et environnement de l'université. Alors, ce projet Vitivalo, il est né d'une forme d'obligation. Depuis la fin du mois de décembre 2017, un arrêté préfectoral a interdit le brûlage à l'air libre des déchets agricoles, donc des déchets viticoles, pour réduire les sources de pollution. Ça n'existait pas, ce questionnement sur le brûlage des déchets avant cet arrêté? Alors, avant cet arrêté préfectoral, les services de qualité de l'air travaillent sur toutes les sources d'émissions de particules fines. Et il se trouve que parmi ces sources d'émissions, on a aussi le brûlage à l'air libre qui a été interdit dans un premier temps pour les particuliers et ensuite, donc dans un deuxième temps, depuis décembre 2017, pour aussi les activités agricoles, dont la viticulture. Et je suppose que cet interdit il pose problème notamment aux professionnels parce que qu'est-ce qu'ils font du coup de leurs déchets? Aujourd'hui, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Alors, ça va dépendre de quel type de déchets on parle. On a des déchets type sarment dans les vignes, mais on a aussi toute une activité de pépinière viticole où on a des déchets qui sont particuliers, qui ne sont pas raffinés avec de la terre et qui sont plus difficiles à éliminer. Les pépinières viticoles, c'est l'élevage de pieds de vigne? Je ne sais pas si on dit oui, ça on peut dire ça comme ça. Il faut savoir que la Savoie est le premier producteur de plants de vigne en France. Donc il y a une vraiment grosse activité qui est située plutôt vers Fréterive, qui en fait du coup fournit ensuite des pieds de vigne, des plants de vigne à toute la France. Alors ce projet du coup, il a quelle ambition? L'objectif c'est quoi? L'objectif, on va dire, c'est d'abord de trouver des solutions. C'est parti, à la base, c'est un projet scientifique. Donc nous, on est chercheurs à l'université. On a en fait deux compétences complémentaires. Donc Christine est plutôt sur la qualité de l'air, et moi plutôt sur la valorisation de la biomasse. Et on s'est dit, ben là, il y a un contexte. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on est allé un peu à la rencontre des professionnels, des territoires, et essayer de voir ce qu'on pouvait mettre en place. C'était assez conflictuel aussi parce que ça crée des tensions sur le territoire, notamment les habitants qui peuvent aussi ne pas comprendre qu'eux, on leur interdit de brûler leurs déchets verts et en face, ils voient des quantités importantes qui sont brûlées. Donc avec notre approche un peu plus neutre de l'université, on a réussi à mettre tout le monde autour de la table et puis se dire maintenant on travaille tous ensemble et on essaye de trouver des solutions. Et ces solutions, vous êtes en train de les chercher ou vous avez déjà des pistes très concrètes?
Alors, le projet doit se faire en 2 temps. En fait, un premier temps de réponse immédiate pour répondre à ces viticulteurs et pépinières qui commencent à être envahis de déchets, puisque depuis cet hiver, ils n'ont pas pu brûler. Donc, on travaille sur des réponses immédiates avec au moins de la collecte et certaines voies de valorisation, telles que du compostage sur la plateforme de Grand Chambéry. On est en train de discuter avec eux pour faire une expérimentation. Et on aura aussi un temps de réponse qui sera dans les 2-3 ans, puisqu'il faut que la recherche avance pour aller trouver des voies de valorisation telles que la valorisation chimique. C'est extraire des molécules d'intérêt depuis les sarments, les souches et les déchets de pépinière, des molécules qui ensuite pourront être utilisées en cosmétique ou en complément alimentaire. Aujourd'hui, ça ne se fait pas du tout. Alors ça se fait plutôt sur d'autres parties de la vigne, donc plutôt tout ce qui est mou de raisin en particulier. On va retrouver aussi ces molécules qu'on retrouve dans le vin aussi, qui sont notamment les antioxydants, et on va aussi en fait les retrouver dans les sarments de vigne. L'idée, c'est vraiment d'être dans un circuit, dans une économie circulaire. Oui. On parle vraiment de filières et de filières locales. On est parti sur cet aspect-là. En fait, on parle de cascade de valorisation. Donc, on a mis cette valorisation chimique en premier, mais derrière, il nous reste toujours de la matière, des résidus. Donc, on va expérimenter des choses pour en tant qu'isolant pour le bâtiment, ou alors créer de l'énergie aussi. Mais c'est vraiment cette cascade, cette succession qui est à mettre en place pour créer une filière sur le territoire. Ils vous soutiennent, les professionnels ? Ou c'est compliqué parce que je suppose que ça bouscule aussi certaines habitudes. Ça bouscule leurs habitudes. Eux, ils nous disent, première réponse, c'est on a toujours pratiqué ça. Donc, on les amène à des changements de pratique. Il y a tout un volet communication avec eux pour les inciter à participer au projet. Et c'est vrai qu'on a senti une forte mobilisation là, des acteurs, notamment via le syndicat des vins de Savoie et le syndicat des pépiniéristes viticoles, qui nous ont beaucoup aidés à rentrer en contact avec les acteurs de la viticulture pour les sensibiliser. Et maintenant, on arrive à bien travailler avec eux, puisqu'on a réalisé une enquête pour évaluer les gisements disponibles de déchets, et ils ont été une large majorité à répondre à cette enquête. Les prochaines grandes étapes ? Alors, c'est peut-être tout le temps difficile en recherche. Mais... C'est ça. L'une des principales premiers combats, c'est en fait trouver des financements pour cette recherche. Et c'est peut-être le plus dur. Aujourd'hui, on est chercheurs, mais on cherche beaucoup de l'argent pour faire nos travaux. Et donc voilà, on essaye aussi de faire connaître le projet, montrer le dynamisme avec tous les professionnels, avec les territoires, les communautés de communes, les départements. Il y a également la chambre d'agriculture, les services de l'État, d'environnement, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de monde autour de la table, un fort dynamisme. Et maintenant, voilà, on est en position, on est prêt. Il nous manque encore un peu de financement pour aller plus loin dans cette recherche. Et d'ailleurs, les gens peuvent participer, qui nous regardent et qui voudraient soutenir le projet. Il y a une plateforme de financement participatif sur le site de la Fondation Université Savoie-Mont-Blanc si on veut soutenir le projet. Très concrètement, cet argent, il pourra servir à quoi ? Alors, cet argent, il va financer à la fois les différentes étapes de valorisation qu'on veut développer en recherche. Ça va permettre aussi d'aider les acteurs locaux à pouvoir mettre en place des filières de collecte, et puis nous aider aussi sur toutes les actions de communication, de sensibilisation, aussi des actions auprès des citoyens locaux pour leur expliquer qu'on est en train de chercher des réponses et que ça va arriver, les réponses. Un peu de patience. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler du projet Vitivalo sur le plateau. Et puis, on prendra des nouvelles alors. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. On va passer avec la revue de presse avec Sébastien. Qui arrive avec ma petite anti-sèche. J'avais oublié tes articles. Et on commence avec un article, on ne doit pas faire n'importe quoi sur YouTube. Oui, en tout cas les enfants. Oui, puisque Patrick Mignot, le député MoDem de Savoie, a décidé de se lancer dans la réglementation du travail de tes enfants influenceurs sur YouTube. Tu dois connaître, Fanette, tes enfants influenceurs sont ces gamins, on peut dire, certains sont à peine âgés de plus de 5 ans, qui vantent les mérites ou qui font détester des produits. Donc ça fait marcher, ça fait le buzz souvent sur Internet. Et donc le député Patrick Mignot a récemment écrit au ministère du Travail afin que le Code du travail soit parfaitement respecté pour ces enfants, dont certains reçoivent de très fortes sommes. Et puis un petit mot de rugby ? Oui, une bonne nouvelle pour les nombreux supporters du SO Chambéry, puisque le club Savoie
Savoyard, qui avait terminé la saison régulière à la 5e place de Fédéral 1, donc la 3e division, avait été rétrogradé à l'échelon inférieur pour des problèmes financiers et structurels. Mais le Conseil national sportif, olympique et sportif français vient d'invalider cette décision. Ça veut donc dire que les jaunes et noirs joueront donc en 3e division la saison prochaine, mais avec une pénalité de 8 points. Ils commenceront le championnat avec moins 8 points et ne pourront également pas disputer les phases finales. C'est on va dire, c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Cherchez mes mots. Toi, Fanette, tu vas nous parler d'un déneigement un petit peu macabre. Voilà, tout à fait, parce que on parlait de déneigement sur les routes, mais en fait, la fonte des neiges, semble-t-il, révèle le corps de migrants morts en tentant de passer en France. On le sait, on en a déjà parlé, les réfugiés arrivent d'Italie et essayent de passer en France par l'école. Et donc, il y a des habitants et l'association Tous Migrants qui sont en fait mobilisés pour, quand on retrouve ces corps, comprendre le parcours des réfugiés et puis leur offrir une sépulture décente. Le 25 mai dernier, par exemple, un corps a été retrouvé pas très loin de la frontière italienne, près de Bardonecchia. C'est juste de l'autre côté du tunnel du Fréjus. Et donc, c'est un article à lire dans Le Monde, sur le site du Monde aujourd'hui. Puis l'émission Quotidien, cher Yann Barthès, qui a vanté les mérites de la ville d'Annecy. Voilà, c'est un sujet un peu plus léger. C'était un petit clin d'œil hier soir dans l'émission Quotidien avec la revue de presse de Vincent de Dienne. L'humoriste a voulu épingler Annecy dans sa revue de presse, mais Yann Barthès, qui est de Chambéry, manifestement qui aime bien Annecy, ne l'a pas vraiment laissé faire. On regarde. Que vous proposez à vos lectrices une balade à Annecy, qui est effectivement une activité déconseillée aux enfants de moins de 74 ans. Hein. Non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ah, franchement, il faut être André Dussolier pour aimer se promener à Annecy. Ou Yann Barthès. Bon. Bon, on peut être que d'accord. Ouais, effectivement. Merci Sam, on se retrouve tout à l'heure pour le Merci, rappel à tout à des l'heure. titres. On va maintenant parler pratique amateur avec l'École supérieure d'art d'Annecy. Bonsoir. Bonsoir. Laetitia Sanchez et Léonard Gay, vous êtes respectivement responsables et élèves des pratiques amateurs à l'école d'Annecy. Des journées portes ouvertes sont organisées ce week-end à l'occasion de votre exposition annuelle. Alors pour commencer, les ateliers de pratique artistique, ils existent depuis 1947, en même temps que l'école. À qui elles sont destinés ces ateliers ? Alors, ces ateliers sont destinés à tous les publics à partir de 4 ans à peu près. On propose des ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes. Quand on parle de pratique amateur ou artistique, de quoi on parle précisément ? Alors, on parle de pratiques artistiques qui peuvent durer depuis des années, mais qui sont faites à titre non professionnel. Et c'est une manière de distinguer à l'école d'art avec le public étudiant qui vient pour obtenir un diplôme. Alors vous avez commencé il y a 2 ans, vous êtes l'un des 350 élèves de ces pratiques artistiques à l'école. Comment on franchit les portes de ces ateliers ? Vous, qu'est-ce qui vous a fait, disons, passer le cap ? Ça m'intéresse de découvrir, voire d'approfondir une pratique artistique particulière. Il y a pas mal de choix à l'ESA. Et simplement, c'est la curiosité, c'est assez simple, il suffit de pousser les portes, c'est pas compliqué. Et c'est vraiment, on a tout de suite accès à du personnel de l'école qui peut aussi vraiment apporter beaucoup. On rencontre beaucoup de gens également amateurs ou on va dire artistes amateurs en tout cas, et donc c'est très enrichissant. Donc voilà, c'est vraiment c'est très simple, c'est une motivation personnelle, on est intéressé par une pratique et on y va. Donc vous, par exemple, très concrètement, qu'est-ce que vous pratiquiez déjà une forme d'art avant d'entrer à l'école et vous l'avez approfondie. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ces 2 ans ? Alors personnellement, j'aime bien changer de pratiques amateurs. Donc j'étais également dans une autre ville avant où je faisais également ce genre de type d'atelier. J'aime bien changer tous les ans. Donc pour découvrir plus de choses. Après, moi j'ai toujours été intéressé par le dessin par exemple. Donc je n'ai pas forcément fait sur Annecy, mais ailleurs j'ai pu faire approfondir le dessin. Et non, après il y a chacun son style. Moi j'aime beaucoup découvrir de nouvelles pratiques. Donc, quand on est élève dans ces ateliers, ça se présente comment ? Ce sont des cours du soir, des cours à la journée, on a accès à des outils, à des personnes, à des compétences Exactement, il y a un programme qui se déroule sur toute la semaine. À partir de la rentrée prochaine, il y aura même des cours le samedi matin. Certains cours sont la journée pour les gens qui sont disponibles à ce moment-là. La plupart des cours sont plutôt le soir pour les enfants après l'école et puis les adultes en soirée. Et donc, effectivement, il y a des ateliers qui sont dédiés à ces pratiques dans le groupe scolaire du Vernet, anciennement Crangevrier. Et donc, il y a également des ateliers techniques qui sont disponibles, un atelier photo, un atelier gravure, un atelier terre, une salle informatique pour faire du montage, et puis bien sûr tout le matériel à disposition, peinture, terre, etc.
Il y a des choses que vous ne pourriez pas faire sans le soutien de l'école? Oui, simplement par exemple la pratique que j'ai faite cette année, c'était de la gravure. Il faut un atelier, une presse importante, on ne peut pas l'avoir dans son salon, ça c'est sûr. Et puis évidemment tout l'accompagnement du personnel de l'école sur les techniques et aussi les conseils artistiques. On est vraiment accompagnés, on a vraiment, on va dire, chacun notre projet individuel dans un cadre général. Et les conseils sont vraiment de haute valeur, autant du personnel de l'école que aussi des autres personnes qui sont là dans le groupe, qui ont des fois des pratiques vraiment avancées dans un domaine particulier. Et du coup, ça, c'est vraiment très enrichissant et on ne pourrait pas l'avoir vraiment ailleurs, je pense. Parce que ces enseignants, on en discutait avant l'émission, hein, ces enseignants, ils sont forcément artistes, vous parlez le même langage, disons? Ils sont en principe plus avancés que leurs élèves. Parfois, selon le temps pratiqué, ils peuvent se rejoindre, j'en suis pas tout à fait sûre. Mais effectivement, ils sont tous diplômés d'école supérieure d'art et ils ont tous une pratique artistique personnelle qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grâce à cette pratique artistique qu'ils viennent nourrir leur enseignement. Alors, le rôle des journées portes ouvertes de samedi-dimanche, il est où? Alors, pour nous, c'est un temps fort de l'année. C'est une manière pour les élèves de montrer les travaux qu'ils ont réalisés pendant l'année. C'est un moment aussi où ils réfléchissent tous ensemble à la manière dont ils vont installer leurs travaux, les mettre en valeur. Donc pour nous, c'est vraiment une manière de montrer la singularité de l'école d'art, son enseignement et les résultats qu'on peut obtenir même avec des personnes qui débutent. Et puis enfin, c'est l'occasion de montrer le programme de la rentrée prochaine et de débuter les inscriptions à cette occasion. Alors je rappelle les horaires, donc samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h, donc sur le site du Vernet à Cran. Vous êtes fiers de ce que vous allez montrer samedi, l'un et l'autre? On est très fiers, on peut le voir d'ailleurs sur ces images des portes ouvertes il y a 2 ans, je crois. À chaque fois, on va de surprise en surprise. On est vraiment étonné par les résultats obtenus par des élèves qui ont pour certains débuté et qui ont réussi à vraiment avoir une démarche personnelle parce que vraiment accompagnés dans cette direction par les enseignants. La réponse est oui, bien sûr. Après, je vous rassure, on sélectionne aussi ce qu'on montre. Mais effectivement, oui, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, sur ce qu'on a pu faire avec notre démarche. Et encore une fois, j'en profite pour dire qu'on touche à de l'art contemporain. Ça peut paraître un peu abrupt pour des gens qui ne sont pas du tout dedans. Même moi, je n'ai pas de formation artistique. Mais le fait de pouvoir pratiquer à l'école d'art ce type d'art, ça permet aussi de rentrer dans cet univers et puis de créer avec nos propres mots, notre propre vocabulaire, qui n'est pas forcément celui des experts en art contemporain, on va dire. Il est là aussi, ça sera ma dernière question, il est là aussi le rôle d'une école d'art supérieur, l'école supérieure d'art. Oui. Il est là le rôle aussi d'ouvrir en fait un grand public à l'art d'aujourd'hui, oui effectivement, cet art il est accessible et puis chacun peut le réinterpréter comme il le souhaite. Et c'est une manière aussi de créer une scène artistique avec des professionnels, des amateurs qui vont soutenir les professionnels et vice-versa. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler sur le plateau d'Accès Direct. Et donc samedi, rendez-vous à 10h, à partir de 10h. Merci beaucoup. Merci. On va passer à notre rubrique d'initiative, on en parle. Romain Rubin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez créé Village Factory, un réseau social réel et local. Qu'est-ce que ça veut dire, un réseau social réel, avant de parler du local? Oui, alors un réseau social réel, en fait, c'est un système dans lequel les gens se rencontrent dans la vie réelle et non pas de manière virtuelle derrière un écran, voilà, principalement. C'est comme ça que vous avez eu l'idée de créer il y a quelques mois ce réseau social, le besoin de vraies rencontres? Oui, exactement. Alors, disons que c'est comme ça, c'est un processus qui est né depuis déjà, en tout cas qui a débuté depuis déjà quelques temps. Ça part du moment où j'ai passé une année à Milan, puis après une année en Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie et tout ça, et où en fait on avait beaucoup plus, lorsqu'on avait un problème dans notre vie quotidienne, on a beaucoup plus l'initiative d'aller demander aux autres directement, sans passer par un écran ou des heures derrière un forum. Lorsque je suis rentré en France, et donc du coup que j'ai commencé à vouloir aussi petit à petit mûrir un projet entrepreneurial, le soufflet est un peu retombé et là je suis un peu retombé
dans notre culture française où on est un peu bridé en fait là-dessus. Il y a un peu plus de préjugés, etc. Donc voilà, j'étais un peu frustré là-dessus. Et quand j'ai commencé à vouloir monter un projet entrepreneurial, ce qui m'a le plus aidé, c'est une rencontre que j'ai faite. C'était un consultant en gestion de projet, enfin création de projet. Et en fait, en 1 heure de rencontre avec lui, ça m'a fait avancer bien plus que pendant les 3 mois que j'avais passé derrière mon écran, derrière Google. Et à partir de là, je suis rentré chez moi et je me suis dit, mais en fait, ça peut marcher pour tout, finalement. Là, je vais partir au Groenland cet été. Ça m'intéresserait de rencontrer un voisin qui est déjà parti au même coin et qui peut me rencarder sur la température qu'il fait, s'il y a des endroits à visiter, etc., etc. Plutôt que de passer des heures derrière un forum, finalement. Très concrètement, comment ça se passe? On s'inscrit sur ce réseau et on donne un besoin ou pas forcément? Alors ça, c'est très juste, c'est-à-dire que ça, c'est plutôt la vision, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est encore jeune. Ça a été créé il y a à peine 2 mois et demi. Oui. Voilà. Et pour l'instant, on est une association. Et finalement, on part vraiment du cœur en fait, du projet. C'est-à-dire que pour l'instant, on crée des événements où on rassemble les gens, avec des gens qui ont des expériences inspirantes qui peuvent servir à d'autres. Et donc ça, au niveau local, c'est-à-dire au niveau du Grand Annecy. Et plus tard, après, effectivement, la vision à long terme, c'est d'avoir un outil qui permette à chaque habitant de l'agglomération de pouvoir connaître l'expérience et les talents de ses voisins. Et à chaque fois qu'il a un besoin dans sa vie, ça peut être un besoin pour connaître un métier ou alors simplement pour rencontrer je sais pas, la pratique d'un sport ou alors voilà, et qu'il puisse rencontrer un de ses voisins dans la vie réelle, prendre un café avec lui et ainsi créer du lien social, de l'entraide, etc. Ça ne se fait pas suffisamment avec les réseaux sociaux classiques. Alors, il y a aussi des sites de rencontres. Il y a aussi des sites, on trouve des fois sur Facebook des groupes par thématique, etc. Mais les gens n'osent pas franchir le cap vraiment de la vraie rencontre. Alors, ils osent un petit peu. C'est vrai que, comme vous dites, les groupes qui se créent sur Facebook, c'est un peu l'antichambre de ça. Et de manière très anarchique, je trouve. Effectivement, il se crée des rencontres comme ça. Mais globalement, que ce soit le matching, c'est-à-dire toutes ces, les applis comme Shaper ou les applis d'autres de rencontres, etc. Et puis après, sinon, comme des réseaux sociaux comme Facebook, nous maintiennent. Pour Facebook, on va plutôt rencontrer quelqu'un dans la vie réelle et puis finalement, après, on garde contact sur Facebook. Et pour le matching, c'est plutôt en fait, on nous propose quelque chose et quelque chose d'éphémère. Et donc, du coup, moi, c'est parti en fait d'une frustration pour moi, d'une frustration de tous mes amis que je rencontrais. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est incroyable. Voilà, il y a de plus en plus de technologies et pour autant, on est de moins en moins connecté en réel. Et donc, voilà, moi, c'était simplement partir de ça et créer un outil qui puisse apporter une réponse à ça, tout simplement. Et d'où l'idée d'être ancré aussi sur le local pour pouvoir rencontrer, je suppose, facilement les gens. Oui, tout à fait. C'est aussi une volonté un peu personnelle et puis quelque chose que j'ai envie aussi d'apporter comme ça, c'est-à-dire la valeur du local, puisque tous ces réseaux qui existent sont vraiment des réseaux internationaux finalement. Et donc là, on voit en fait de plus en plus dans les habitudes de consommation aussi des gens que c'est quelque chose le local devient de plus en plus présent, plaît de plus en plus, etc. Donc là, pour pas noyer en fait les gens et pour rester dans quelque chose de vrai dans les connexions et dans les rencontres. Pour l'instant, l'idée c'est vraiment de rester dans du local à l'échelle d'une agglomération. La prochaine rencontre, justement, elle a lieu quand, si les personnes qui nous regardent veulent venir en discuter avec vous? Oui, alors elle a lieu, c'est un premier gros événement pour nous. On en a créé des petits, mais là il y a un premier gros événement qui est jeudi prochain, le 14 juin, qui a lieu au Marcel Bistro, au Parc des Glaisins à Annecy. Et le cœur de cet événement-là, donc c'est en soirée, à partir de 18h30. Le cœur de cet événement-là, c'est une conférence et un forum. Et donc une conférence sur la thématique de l'orientation, j'oriente ma vie, dans le but de monter mon projet.
Et donc, il y a 4 intervenants, entrepreneurs du Grand Annecy qui vont intervenir en conférence. Et moi, je vais animer un peu la conférence entre eux. Et à côté, qui est ouvert à partir de 18h30 et qui se termine à 22h30 à peu près, un forum avec des gens d'Annecy qui se bougent pour la création d'entreprise et pour participer à accompagner les projets, à accompagner les citoyens à lancer leurs projets. Voilà. Eh ben, rendez-vous est pris au Marcel jeudi prochain, le 14. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. Pour aller jusqu'à la fin de cette émission, j'accueille Anne-Sophie Calox-Turne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Yassa, qui est sur le plateau depuis tout à l'heure en toute discrétion, vous avez inventé Rodolphe le rouleau. Donc, tout simplement un rouleau d'apparence. Normalement, c'est fermé et il y a 15 objets dedans. Oui. Comment vous avez eu l'idée d'imaginer ça ? En fait, j'ai été contrainte de vivre pendant 5 mois dans un mobil-home. Et comme je dis souvent, vous vivez qu'un jour en mobil-home, c'est très drôle. Vous vivez 5 mois dans un tout petit espace, c'est l'enfer. Et je me suis dit, les gens qui sont dans du petit régulièrement, sans faire de la grande cuisine, mais vous êtes obligés de vous alimenter. Et c'est ingérable, ça prend de la place, tout se casse la figure. Et j'ai regardé sur Internet, le produit n'existait pas. Et au départ, c'était un jeu, hein, je l'ai dessiné. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé l'objet. Parce que donc vous avez destiné, il y a 15 objets donc de cuisine, effectivement. Ce que vous me disiez tout à l'heure, rien ne se perd, tout est utile. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver en gros dans ce Alors vous avez les dans ce fonctions rouleau de base, hein. Vous avez un ouvre-boîte, un ouvre-bouteille, un tire-bouchon, une paire de ciseaux, un économe, un couteau d'office, une passoire, une cuillère en bois, une spatule, un torchon et effectivement un rouleau à pâtisserie parce que je voulais que tout ait une fonction, sachant que j'imagine bien que dans un bateau, un camping-car, on ne fasse pas ses On pâtes fasse à pas tarte tout de suite tout la le temps. tarte. Mais je trouvais que c'était plus sympa de faire un ustensile de cuisine plutôt qu'une boîte quelconque et voilà donc. À la base, vous êtes dentiste Oui. à Courchevel. Du coup, ça, c'est un prototype. Oui. Vous avez tout dessiné, vous, imaginé. Je suppose que ça a pris du temps. En fait, ça de fait faire 2 tout ans ça. que je travaille Voilà. vraiment sur le projet. Au départ, je pensais reprendre mon activité de dentiste. J'ai eu des opérations successives d'un bras qui fait que je lève plus le bras ou quasiment plus. Donc j'ai eu du temps, j'ai tout dessiné. Alors j'ai fait un très vilain dessin de la main gauche en centre de rééducation qui ne ressemble à rien. Et je me suis dit toute seule, je n'allais pas y arriver. Et je me suis fait aider parce qu'entre l'idée d'une dentiste et après, je ne suis pas designer ni ingénieur. Donc après, on a fait ça avec une équipe d'ingénieurs et de designers. Et tout ça, ça a payé parce que vous avez remporté la médaille d'or du concours Lépine. Belle fierté. Ah bah bien sûr, surtout que 5 semaines avant, je ne pensais pas du tout aller au concours Lépine. Je savais à peine ce que c'était, enfin, on en entend tous parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ça s'est fait comme ça. Je me suis fait livrer mon premier prototype le jour du concours Lépine. Donc je suis vraiment arrivée relax, donc j'avais 0 stress en l'occurrence. Et puis on a eu des très très bons retours et cette médaille du concours Lépine, j'en revenais pas parce que ça me paraissait, certes c'est un objet qui est très utile dans ma niche, mais de là avoir une médaille d'or, et c'est là que mon mari qui était avec moi, j'avais tout fait dans son dos, hein, il n'était pas au courant de ma petite histoire, m'a dit maintenant il faut continuer parce qu'il y a un super retour et il y a un réel besoin pour ces gens-là, je précise bien. Voilà, il y a un réel besoin parce que vous avez lancé un financement participatif qui est en cours, mais je crois qu'il se termine dans 31 heures. Camille m'a dit qu'il prépare cette émission. Donc ça se passe sur Ulule et vous êtes à 264% par rapport à votre objectif. Ça veut dire que le besoin, il est vraiment présent, quoi. Ah bah bien sûr. Non, je fais un peu la maligne, mais il est... Non, mais c'est sûr que quand on a fait la foire, on voyait bien que tous les gens qui ont du petit ou un bateau ou outdoor, ils comprennent tout de suite l'intérêt du produit, le fait qu'on puisse le positionner dans plein de positions, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a un besoin. Et effectivement, sur Ulule, on avait demandé 10 000 €. Là, on en est à 26 484. Voilà. Et la campagne se finit demain soir à 23h59. Donc, non, on est content. Vraiment, je suis ravie. Et l'étape d'après ? Alors l'étape d'après, ce qui est bien, c'est qu'on ne la connaît jamais avant, sinon on arrêterait. Et l'étape d'après, j'étais chez les usines d'injection de moules plastiques à Voiron. Et l'étape d'après, c'est la création des moules. Et l'objet a l'air idiot, mais au niveau technique, c'est super compliqué, mais c'est ce qui est intéressant. Et donc on lance la production à Voiron et Saint-Marcelin, enfin dans la région, dans le 38. Et puis après, je prends des vacances. Non, je plaisante. Je crois toujours que c'est ça, mais chaque fois, il y a d'autres choses, donc ce n'est pas du tout ça. Et après, on est obligé de lancer 5000 produits
parce que Pradel, où on fait les 80% des ustensiles, me fera la couleur adéquate à mon produit si j'en lance 5000. Donc là, on est dans la prod. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et de... Merci. Voilà, c'est une belle aventure. Bah oui, c'est un chemin de vie qui n'était pas prévu et voilà. C'est les Ça s'est plus fait belles comme des ça et aventures. c'est bien. Moi, je suis allée au bout, on verra bien. Jacques et Sébastien, merci beaucoup. De rien. Jacques et Sébastien pour un petit rappel des titres express avec une opération déneigement impressionnante. Oui, ça se passe du côté du col de l'Iseran, vallée de la Tarentaise, en Savoie. Les services techniques sont sur le pied de grue pour, on voit toute cette grosse neige pour déneiger le col de l'Iseran. C'est un reportage de Kimberly Trivio qui est allé sur place. Et puis des skieurs en tri avec des images qui sentent bon la douceur. Oui, les skieurs de l'équipe de France militaire de ski en stage du côté de l'Isère pour un stage commando. Il faut savoir que parmi ces skieurs, ils sont en plus des skieurs, ils sont aussi militaires. Ça leur permet notamment d'avoir un petit revenu. Tout le monde est gagnant-gagnant, c'est un contrat qui marche depuis maintenant 70 ans. C'est Emmanuel Jaude qui s'y est collé. Merci beaucoup Seb, à Merci tout de à toi. suite pour le JT. Merci à nos invités de ce soir, merci à toute l'équipe en régie et merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour le dernier accès direct de la semaine. Passez une très belle soirée.